Bonsoir à tous, bienvenue dans cette masterclass que nous avons organisée grâce à notre partenariat avec la région académique Nouvelle-Aquitaine. Euh, Ce webinaire est dédié donc au nouveau programme cycle 1, cycle 2, cycle 3 en mathématiques, tandis que le 27 mai, il y aura son pendant en français. Donc nous avons le plaisir d'avoir comme intervenantes deux inspectrices de l'éducation nationale de Poitiers, à savoir Isabelle Cholat. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et tous. C'est très impressionnant de voir le nombre de connectés de ce réseau dont j'avais bien conscience qu'il était vaste, hein. Mais voilà, je suis très heureuse pour ma part de vous retrouver sur ce sujet des mathématiques et de l'appropriation de ces nouveaux programmes qui seront mis en vigueur à la rentrée prochaine. Et Isabelle connaît déjà certains de nos établissements puisqu'elle a fait des missions d'accompagnement et était précédemment enseignante à l'étranger également. Alors, est-ce que Charline Oui, Martinet est là? Oui, bonjour. Bonjour Charline. Donc merci beaucoup d'animer à deux voix cette masterclass. Charline également a fait aussi des missions d'accompagnement en Espagne et en Égypte. Donc nous allons vous céder la parole. Nous sommes très impatients de vous entendre. Juste pour rappel, coupez bien vos micros. Nous avons 1 heure et demie à passer ensemble et d'après voilà, l'organisation de Madame Cholat et de Madame Martinet, il y aura une bonne heure d'intervention, puis un temps dédié à toutes les questions que vous avez à leur poser. C'est bien ça? c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez partager le document que nous avions préparé ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse, Oui, mais à ce est-ce que vous moment-là, pouvez le faire? Mais je peux le faire aussi, mais il me manque c'est quelques que je ne minutes. maîtrise pas vraiment Zoom, moi. D'accord, 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 d'accord. Je sais que c'est votre outil que vous utilisez dans vos webinaires. Oui, Euh, tout à fait. Nous avons un autre outil dans l'académie. Donc, pour Très nous, bien. c'est plus facile de, voilà, que vous Alors, gardiez la main peut-être. d'accord. En tout cas, que vous Donc, puissiez nous mettre notre document et que ensuite on puisse Déroulé. le oui, dérouler. oui. Ah, je vois ma collègue Charline en image. Ça me fait toujours plaisir. Alors, je En cherche plus, c'est un juste sujet, pendant que l'onglet. vous cherchez, c'est un sujet qui nous intéresse énormément, les mathématiques, n'est-ce pas, Charline? Tout à fait. Qui est une grande préoccupation que nous avons depuis un certain Depuis temps un certain temps, c'est ça. Et et c'est que vrai que nous moi, mettons en œuvre de différentes façons au travers des missions qui nous sont confiées au-delà des missions de gestion d'une circonscription. Ah, super. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut le mettre en plein écran? Je ne sais pas comment vous faites. impeccable. Ah, super. Donc peut-être sur cette présentation, il va y avoir en fait deux parties. Une première partie qui va être générale, on va dire, qui va à la fois fonctionner pour le français et pour les mathématiques. Donc ça, on ne le reprendra pas forcément la prochaine fois, mais on pourra y revenir éventuellement aussi sur les questions. Ensuite, on aura un premier temps sur les mathématiques cycle 1 et un second et mathématiques cycle 2 et cycle 3. Donc, on se les a un petit peu partagés avec Isabelle, comme elle a pu le dire, au regard de nos missions respectives. C'est vrai que moi, j'ai en charge la mission départementale maternelle. Donc, au-delà des mathématiques, le cycle 1 est un domaine sur lequel aussi je travaille au quotidien. Et Donc, de mon côté, c'est le sujet des mathématiques. Et donc, on se retrouve de façon régulière à travailler ensemble sur les mathématiques en cycle 1 et ce que ça peut donner en cycle 2 et cycle 3.
Ces nouveaux programmes donc doivent entrer en application à la rentrée 2025. Cycle 1, cycle 2 en français et en mathématiques, ils ont été publiés il y a quelque temps. Pour le cycle 3, ils viennent juste de paraître, mais on a fait le choix avec Charline de vous présenter les mathématiques dans la perspective du parcours de l'élève sur le début de sa scolarité, avec l'idée que bah, il y a une suite, le cycle 4, et qu'il faut qu'on prépare ce cycle 4. Voilà. Donc, c'est un vrai enjeu de ces nouveaux programmes. Vous allez le comprendre. Diapo suivante. Ouais, c'est que nous, on n'a pas la main pour passer. Voilà. On a essayé sur cette diapositive de reprendre les éléments les plus marquants des nouveaux programmes. Alors, là où il y a le plus de changements pour ceux qui les ont déjà parcourus, c'est plus en mathématiques. On y reviendra donc plus précisément pour la suite. En français, juste les grandes lignes, c'est vraiment cette idée de travailler de manière plus approfondie sur la compréhension et la production. Alors, langagière, c'est-à-dire aussi tout ce qui est autour de l'acquisition du vocabulaire. Et je sais que c'est un sujet forcément très sensible, en tout cas de forte préoccupation dans vos écoles, que l'acquisition du vocabulaire chez les élèves, tant à l'oral qu'à l'écrit. Donc c'est vraiment une réaffirmation d'un certain nombre de principes sur le français, mais on y reviendra sur la prochaine date. En mathématiques, on a aussi des préconisations qui sont peut-être plus renforcées, en tout cas plus nettement écrites autour de la manipulation, représentation et abstraction. Je laisserai Isabelle euh, faire le lien avec la démarche Singapour, mais aussi quelque chose qui est très marquant dans ces programmes et qui impacte le cycle 1 et le cycle 2, c'est l'idée de travailler beaucoup plus tôt certaines notions complexes pour que les élèves aient un temps de familiarisation beaucoup plus long. Parce qu'effectivement, plus on attend, moins les élèves peuvent travailler sur des sujets complexes et on voit bien que pour les élèves les plus fragiles, c'est quelque chose qui peut les mettre en difficulté. Oui, la grande différence là qu'on voit et qui est inscrite maintenant, c'est avant on avait en rapport avec la mission de Cédric Villani et Charles Torossian sur la mise en place des plans mathématiques, on avait le triptyque manipuler, verbaliser, abstraire. Et maintenant, il est clairement devenu autre chose, mais ça entraîne des différences, hein. C'est bien de passer de la manipulation très concrète à une représentation pour aller vers l'abstraction. Et ça, il faut que vous en ayez vraiment conscience de cette échelle, en fait, qu'il faut arriver à suivre. Et la verbalisation, elle est partout. Elle est tout le temps. Et elle n'est pas que entre la manipulation et l'abstraction. D'accord? Elle est vraiment dans toutes ses formes. Pour moi, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut que vous soyez très au clair avec ces nouveaux programmes, quel que soit le cycle d'enseignement. On en reparlera un tout petit peu pour le cycle 1, mais effectivement, comme vient de le dire Isabelle, ça s'applique au cycle 2 et au cycle 3. Hmm. Nous Alors, sur poursuivons. la diapositive suivante, on vous a remis le lien vers tous les guides. Avant d'aller chercher dans les sites enseignants, enfin, la priorité est de s'appuyer sur les guides de référence. Ce sont des guides, alors pas forcément à lire in extenso, mais en tout cas pour aller piocher ce qui peut-être vous questionne, ce sur quoi vous voulez avoir des informations plus spécifiques. Donc vraiment, ce sont des ressources précieuses qui ne sont pas que théoriques. On a vraiment des choses qui sont très pratico-pratiques. On a des séances qui sont Hmm. proposées, qui peuvent être mises en place. Donc vraiment, n'hésitez pas à les consulter. Je pense que quand un enseignant démarre ou un nouveau niveau ou cette nouvelle fonction, c'est important de d'abord s'appuyer sur ces guides-là. On reviendra un petit peu plus précisément sur les guides français la prochaine fois, mais les guides mathématiques sont complètement à jour par rapport au programme. Alors qu'il y a besoin de compléments sur certaines démarches spécifiques, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va arriver incessamment sous peu. Hmm. Alors, sur la diapositive suivante, on va pouvoir voir ce qui fait vraiment la spécificité de ces programmes. Ils ont été écrits
pour penser que des enseignants, et donc nous, c'est plutôt des enseignants contractuels, doivent parfois s'emparer de ces notions de manière très rapide, mais aussi a été pensé aux enseignants. Alors, c'est la diapositive encore avant. Oui, encore Encore avant. avant, voilà. L'idée, c'est vraiment de donner des repères extrêmement précis pour qu'on sache effectivement où on en est, quelle progressivité, quelle progression suivre. Donc, sur la maternelle, on a vraiment des repères par rapport à l'âge de l'enfant. C'est vraiment sur le cycle 1, un repère qui a une importance bien plus importante que dans le cycle 2 et le cycle 3, où on va avoir donc le avant 4 ans où dès que les apprentissages sont observés, et 5 ans. Donc, c'est vraiment des repères qui sont intéressants parce qu'on le sait bien, entre un enfant, par exemple, en septembre, qui va avoir 3 ans et 9 mois parce qu'il est né du mois de janvier, et un enfant qui est né du mois de décembre, ben, la différenciation dans les programmes est déjà présente. Et on le voit ici avec des objectifs d'apprentissage qui sont clairs et qui sont souvent enfin, à chaque fois exemplifiés par des points de réussite. Comment on fait pour réussir cet objectif d'apprentissage? Et ça est clair parce que parfois, ça peut être un peu vaste. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des points de repère. Et au cycle 2, cycle 3, on a vraiment des repères par année. Donc au CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et sixième. Ça, c'est vrai que ça n'existait pas précédemment de manière aussi précise dans les précédents programmes. Et ça, c'est vraiment un atout. Et on va avoir aussi d'autres points de repère qui sont vraiment liés à l'apprentissage des notions. Donc ces repères-là existent déjà dans les repères de progression qui sont sur EduSchool, mais qui reprécisent justement ben, en fonction des périodes, des moments de l'année, à quel moment on doit aborder certaines notions. Donc je dirais que pour tout le travail qui est mené en équipe pour élaborer une programmation, ça va Mhm. vraiment faciliter le travail puisque il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà faites. Ouais. D'autant plus que si on passe à la diapositive suivante, on a des repères à la fois aussi pour la mise en œuvre en classe et sur les fréquences nécessaires pour que la notion puisse être travaillée, entraînée, créer des automatismes suffisants in fine, pour pouvoir respecter toutes ces compétences à acquérir selon les attendus par année en cycle 2 et 3. Voilà, comme vous le voyez sur cet exemple-là. Donc là, c'est vrai que c'est un exemple en français, mais on retrouve la même Hmm. chose en mathématiques. Et là, ça peut vraiment être un guide sur ces activités que l'on fait très régulièrement avec les élèves et qu'on fait parfois peu évoluer parce qu'on a l'impression que, par exemple, enfin moi je vais parler du cycle 1 plus spécifiquement, mais on a l'impression qu'en cycle 1, les rituels, c'est la date, la météo et compter les élèves. Oui ou non. C'est des choses qui peuvent forcément évoluer parce que certes, ça donne des repères temporels aux élèves, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces activités que l'on fait de manière très régulière et très parfois ritualisée, c'est-à-dire tous les jours, doit être source d'apprentissage pour les élèves. Et à un moment, quand ils ont acquis cette compétence qu'on a travaillée, ben, il faut passer à autre chose. Et donc, par exemple, je vais reprendre l'exemple du comptage des élèves. Compter des élèves en petites sections, 15, voire 20 élèves, c'est quelque chose qui n'a aucun sens en fait pour les élèves. Ça représente des quantités qu'ils ne sont pas capables du point de vue cognitif de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire compter les élèves? Donc là, il y a des repères qui vous sont donnés pour des activités et on peut faire autre chose que compter les élèves, mais on en reparlera dans quelques instants. Donc ces repères de fréquence sont intéressants pour aussi pouvoir doser, parce qu'à chaque fois qu'on fait une formation disciplinaire sur un domaine précis, on vous dit tous les jours, et là, ça vous donne des repères en fonction effectivement de tous les jours, toutes les semaines et de dispositifs suivantes sur les enjeux en mémorisation. Et le fait de relancer et de rebrasser ces notions fréquemment, c'est ce qui va nous permettre d'assurer que les élèves les mémorisent sur du long terme. Il faut aussi se dire que tous les élèves
ne vont pas forcément tout mémoriser tout de suite. C'est pas grave, ça va venir. C'est des choses qui vont, pour certains élèves, mettre un petit peu plus de temps. D'où l'idée de les réactiver régulièrement. Ouais. Donc, ces nouveaux programmes, si vous les regardez bien, vous comprendrez que les programmations euh, sont sous-jacentes à ces programmes, les programmations d'école, hein, sur les différentes notions mathématiques. Donc voilà, c'est un travail qui est simplifié par rapport à ce qu'il y a pu avoir auparavant. Et puis voilà, la fréquence dans l'emploi du temps quotidien et vous donne aussi des attendus beaucoup plus précis que ce qu'il y a pu y avoir auparavant. Alors, ça c'est les Alors, grandes il y a lignes. eu un, oui, il y a eu un petit mélange dans les diapos. Donc là, si vous souhaitez en équipe, ça peut être un travail intéressant. Vous avez quatre petites vidéos d'environ 30 minutes qui s'appellent Regard sur. Donc en cycle 1 et en cycle 2 pour l'instant. Je pense qu'il y en aura bientôt sur le cycle 3. Sincèrement, elles sont très bien faites. Un, parce qu'elles sont plutôt courtes, 30 minutes, ça reste raisonnable. Deux, parce qu'elles sont à la fois un mélange entre un regard un peu plus théorique, mais surtout des choses très concrètes. On a des vidéos de classe, on a des enseignants qui sont présents et qui expliquent un petit peu, par exemple, sur la démarche Singapour, des choses qu'ils ont mises en place dans leur classe. Donc, je trouve que ça peut être intéressant pour justement se donner à voir un peu ce que peuvent être ces nouveaux programmes. Donc, ça, c'était une proposition pour Alors, un éventuel travail en équipe. oui, nous, on s'est emparé de notre côté hein, de ce travail dans les écoles. Et par exemple, on a demandé aux directeurs d'école de travailler avec leurs équipes sur l'appropriation de ces nouveaux programmes dans une perspective, encore une fois, longitudinale, hein, cycle 1, cycle 2 et maintenant cycle 3 avec l'idée de que chacun s'empare de ce qui lui paraît saillant dans les programmes et en fait de permettre des échanges entre vous sur ah ben moi j'ai étudié le vocabulaire en cycle 1, j'ai repéré ça dans les programmes, ça m'a interpellé. Ah ben moi aussi tiens, etc. etc. Vous voyez, il y a ce sujet de qu'on met en discussion et chacun on participe chacun les uns et les autres à l'identification de ces points saillants. Parce qu'une fois qu'on a sorti les points saillants, en fait, on comprend très très bien les enjeux qui sont derrière. Vous comprenez? Et la lecture des programmes, le travail comme on vous le propose là sur les points saillants avec le tableau à remplir et les petites vidéos, voilà, des échanges, du malaxage de ces programmes pour en sortir la substantifique moelle. Et c'est important que vous le compreniez. Donc, on va bien évidemment vous faire part de certains points ce soir pour avancer le travail, bien évidemment. Mais cette appropriation dans les équipes, elle me semble nécessaire. Voilà. Et chacun peut apporter sa pierre à Mm, l'édifice, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que c'est ceux qui sont forcément plus expérimentés, qui vont mieux mm. savoir. Donc, ils vont avoir effet, une expertise, mais chacun peut justement voir dans ces programmes des choses qui vont aider le groupe à avancer et à s'en emparer. Sur cette diapositive, on a essayé de remettre en place, enfin de remontrer quelque chose d'important, qui est l'enseignement explicite et structuré. Alors, je n'ai pas compté le nombre d'occurrences dans l'ensemble des programmes, mais sincèrement, ça doit être assez important. Alors, pourquoi on en fait, on va dire, beaucoup autour de cet enseignement explicite? C'est quelque chose qui s'appuie sur la recherche, c'est-à-dire qu'il y a une recherche qui porte sur un très grand nombre d'élèves dans différents contextes d'enseignement, qui s'appuie sur une démarche explicite qui s'appuie sur on va dire, une réécriture de nos collègues canadiens, donc l'équipe de Steve Bissonnette, qui a développé une démarche qui existait un petit peu précédemment, mais qui a été vraiment enrichie par le milieu francophone. Et donc, ils ont observé sur un très grand nombre de contextes d'élèves, je crois que ça 10 000 élèves, hein, donc c'est vraiment une Mm. recherche donc, qui s'appuie sur une méthodologie vraiment précise pour évaluer l'impact de cette démarche d'enseignement sur la réussite des élèves. Et il a été montré
montré que cette démarche d'enseignement était extrêmement efficace et bien plus efficace qu'un grand nombre de démarches d'enseignement. Donc l'étude a montré que toutes les démarches d'apprentissage permettent d'apprendre, mais que celle-ci est scientifiquement plus performante que d'autres démarches d'enseignement. Donc c'est pour ça que ces nouveaux programmes insistent énormément sur cette démarche d'enseignement. Alors, on a essayé sur cette diapositive de remettre les éléments les plus importants. Alors, il est évident qu'en quelques minutes, on ne va pas pouvoir déplier l'intégralité de la démarche enseignement explicite. C'est pour ça que vous trouverez le lien vers un petit guide alors, qui fait, je ne sais plus, je crois, une dizaine de pages, alors qui ne reprend pas tout non plus, mais qui vous donne des références et qui vous donne déjà les grandes lignes de ce qu'est l'enseignement explicite. Et je pense qu'avec des élèves alors, pour les contextes que j'ai vus, où peu d'élèves sont finalement francophones au départ, cette démarche d'enseignement est extrêmement importante parce que la place de l'implicite quand on ne maîtrise pas la langue d'enseignement doit être mesurée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y en avoir, mais elle doit être mesurée. Et une démarche d'enseignement explicite aide énormément les élèves justement à mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Donc, avec cette démarche, il y a vraiment un guidage fort, c'est-à-dire qu'on met une espèce de haut-parleur sur son Mm. cerveau pour essayer le cerveau de l'enseignant, pour essayer de donner à voir tout ce qu'on ne voit pas. Vous savez, les élèves, comment tu as fait? Ben, j'ai réfléchi dans ma tête. Je suis sûre que vous avez déjà entendu une phrase dans cet ordre-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la tête, on ne le sait pas, on ne le voit pas. On ne le voit qu'à travers finalement ce qu'on produit. Et donc là, c'est cette démarche, c'est de dire, ben voilà, j'ai réfléchi, j'ai vu que je me suis servi de, j'ai pris ça, je me suis rappelé. Donc c'est de mettre des mots sur justement travail-là et c'est vraiment un guidage fort, c'est-à-dire qu'on explique aux élèves quelles sont les démarches qu'on a suivies, quels sont les outils qu'on a utilisés, quelles sont les connaissances qu'on a réactivées. On fait vraiment tout ce travail-là avec les élèves. On les inclut, bien sûr, Et, dans cette démarche. et ce que dit Charline, c'est d'autant plus important que cela permet de focaliser l'attention de nos jeunes apprenants sur le processus, sur le chemin qu'ils empruntent pour arriver à telle ou telle réponse, et pas sur le produit fini, qui en mathématiques est souvent un nombre, et puis point barre, j'ai juste, j'ai faux. Et vous le savez très bien, ça entraîne un certain nombre d'effets négatifs sur les élèves qui ne comprennent pas les implicites de ça. Donc c'est quand même une vision très importante à avoir, il me semble, dans la perspective d'avoir un enseignement le plus égalitaire possible. Hein. Voilà, on reparlera de l'égalité filles-garçons tout à l'heure en mathématiques, mais c'est pour tous nos élèves, quel que soit leur profil, quoi. Et ça revient justement à ce travail sur la métacognition et Mm. l'autorégulation, parce que justement, il faut que les élèves comprennent ce qui se passe dans leur cerveau, mais qu'ils soient en capacité d'inhiber, d'empêcher en fait certaines procédures parce qu'elles ne sont pas adaptées à la situation. Sauf que pour les empêcher, il faut comprendre pourquoi. Et donc, ce travail justement autour de la métacognition est essentiel, même pour des élèves non francophones. Mm. On le fait en maternelle, donc il n'y a pas de raison que des élèves ne soient pas capables de rentrer dans cette démarche-là. Et justement, cette démarche aussi permet de structurer la mémorisation par rapport à toutes les activités autonomes qui vont être mises en place et par rapport à toutes les rétroactions qu'il y aura avec les élèves. Donc, cette démarche a été reprise, on va dire, en France, enfin reprise. Pareil, retravaillée avec Stanislas Dehaene et ces fameux 4 piliers des apprentissages avec tout ce qui va être l'engagement des élèves, tout ce qui va être l'attention, les rétroactions et la mémorisation. Donc, il a fait tout un travail lié aux neurosciences pour montrer que ces 4 piliers sont indispensables aux élèves pour apprendre. Et donc, on retrouve là des enjeux de l'enseignement explicite et donc structuré. Donc, c'est pour ça qu'ils sont présents de manière très importante dans ces programmes, parce que sans vouloir empêcher d'autres démarches d'enseignement, celle-ci est très adaptée à certains fonctionnements, à certaines démarches, en tout cas à certains apprentissages.
Oh, je vois l'heure, donc il faut qu'on avance un tout petit peu. Juste, voilà, juste un tout petit peu sur la diapo précédente, pardon, sur la partie maternelle. Les quatre modalités d'apprentissage en maternelle n'ont pas changé. Elles étaient présentes dans les anciens programmes, elles sont présentes dans les nouveaux programmes. C'est que là, on a réécrit la partie, on va dire, mathématiques et français, pour faire court, mais le reste ne change pas. Donc, ces quatre modalités d'apprentissage qui sont présentes dans l'introduction des programmes de cycle 1 sont bien sûr toujours d'actualité pour les programmes de cycle 1 en maternelle, donc en mathématiques et en français. Alors, on va pouvoir passer à la partie donc, mathématiques. Donc, on va commencer par le cycle 1. Donc, dans le cycle 1, on retrouve les cinq grands domaines, avec bien sûr la découverte des nombres, avec l'aspect ordinal et cardinal du nombre, avec les motifs organisés, donc c'est tous les algorithmes qu'on peut travailler. Et je trouve qu'il y a des exemples qui sont intéressants. C'est-à-dire que les algorithmes, c'est pas uniquement reproduire des algorithmes, c'est aussi les comprendre, l'exploration des longueurs, des grandeurs avec la longueur et la masse, les masses, les solides et les formes planes, et donc la résolution de problèmes, bien sûr. Donc ça, Ouais, c'est sur les motifs organisés, bon, on en avait déjà une petite connaissance, compréhension de l'importance que ça avait en cycle 1, mais c'est réaffirmé. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que en fait, quand on regarde le guide sur la résolution de problèmes du cycle 4, il y a tout un chapitre sur les motifs organisés jusqu'au cycle 4. Donc, même si dans les programmes de maths de cycle 2 et de cycle 3, ça n'apparaît pas de façon aussi claire que pour le cycle 1, ce qui est tout à fait logique, sur le sujet de la résolution de problèmes, il y a vraiment une continuité. Voilà. Et c'est vraiment intéressant peut-être d'avoir ce regard en équipe sur les motifs organisés. Alors, les premiers outils mathématiques, on a changé le nom parce qu'on aime bien ça, mais en même temps a été réaffirmé dans ce titre-là, qui était un peu le dernier titre aussi, la notion de mathématiques. Oui, on fait des mathématiques en maternelle et oui, on fait des mathématiques en petite section. Donc ça, c'est important de le dire parce que la petite section, certes, c'est le langage, mais c'est aussi le langage en mathématiques. Donc dans ces nouveaux programmes, on insiste évidemment sur la place au quotidien, donc chaque jour, dans la classe, avec bon, bien sûr des approches progressives, d'où l'importance de tenir compte de l'âge des élèves pour voir ce qu'ils sont capables d'apprendre et de comprendre, de tenir compte du rythme, effectivement, en Mm. début d'année, en fin d'année, en milieu d'année, il y a des choses qui vont évoluer. Bien sûr, la manipulation et la verbalisation, mais on y reviendra dans quelques instants, et des situations de référence, c'est-à-dire aider les élèves à se repérer par rapport à des choses qu'ils ont déjà vécues pour qu'ils n'aient pas non plus cette impression que chaque nouvelle notion ou chaque nouvelle situation est nouvelle. Vous l'avez forcément vu, par exemple, en résolution de problèmes, on change, on passe de fleurs à des perles, et pour les Oui. élèves, ce sont de nouvelles situations. Donc ça, c'est quelque chose qui va se travailler de manière progressive, bien sûr, avec les élèves. Ils vont engranger en fait toutes ces expériences qu'ils vont pouvoir vivre de manière concrète en classe pour justement construire petit à petit les premiers outils mathématiques. Des indicateurs qui sont très importants à garder en tête, ce sont les résultats aux évaluations de CP. Alors certes, vous allez me dire, bah, en petite section, c'est un peu loin. Oui, et non, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin finalement de ce point d'arrivée pour savoir ce qu'on va construire avant, repérer les points de force en se disant, mais effectivement, nos élèves sont plutôt particulièrement performants sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que nos élèves soient plutôt performants? Et est-ce qu'ils restent performants en CE1 ou est-ce qu'on voit peut-être quelque chose qui commence un peu à fléchir? Et là où nos élèves sont un peu moins performants, et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en s'appuyant sur ce qui marche? Dans les autres compétences pour justement ben, renforcer les compétences des élèves sur ces points. Il faut vraiment s'appuyer sur ces évaluations en maternelle pour construire ces enseignements. Euh, donc,
On a essayé ici de faire ressortir des points, voilà, les points les plus importants, c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, ça pourra nourrir le travail en équipe avec donc la différence entre cardinalité et ordinalité. On a toujours tendance, il me semble, hein, en maternelle, à faire beaucoup dénombrer des collections. On va compter, Mm. compter, compter. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il y a vraiment un vrai déséquilibre. Alors, c'est peut-être pas forcément au même niveau non plus, mais il faut faire attention à ne pas oublier la position des nombres. Et ça, c'est important parce que ça fait partie du nombre, en fait, de ce qu'est le nombre. Le nombre, c'est pas que le cardinal d'une collection, c'est aussi une position dans une suite organisée. Donc, c'est important de travailler cela avec les élèves. Ce qui est important aussi, c'est cette transition, on va dire, ce travail sur la manipulation des objets mais Mm. surtout la transition pardon, vers des représentations mentales. Parce qu'en fait, on peut faire manipuler les élèves autant comme on veut, mais en même temps, si à un moment, il n'y a pas de phase de verbalisation et de travail pour les amener vers une certaine représentation mentale, vers une certaine représentation écrite, et on verra lesquelles dans quelques instants, ben, ça va rester de la manipulation. Ils vont faire bouger des objets, mais ils ne vont pas construire des notions. Donc l'enseignant a une place fondamentale dans ce travail de passage de la manipulation vers de représentations plus abstraites. Dans ces nouveaux programmes, on utilise aussi beaucoup donc le nombre pour résoudre des problèmes et il y a une première catégorisation qui est proposée. Donc, c'était déjà présent dans les guides verts Mm. sur la construction du nombre, mais là, c'est explicitement écrit dans les programmes. Donc, il y a des exemples concrets de réussite qui sont proposés en fonction des âges. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour se donner des repères, sachant que là, on a les éditeurs qui commencent, voire certains qui ont déjà commencé très vite, à proposer des outils, même pour le cycle 1 par rapport à ça, et c'est vraiment assez intéressant. Sur explorer les longueurs, enfin les grandeurs, il n'y a pas forcément de grandes nouveautés Mm. sur voilà, ces notions de longueur et de masse, de comparaison directe et indirecte. On sera bien sûr sur de la comparaison directe avec des plus jeunes élèves et indirecte avec des élèves plus grands. Et donc là, on a reparlé de ces algorithmes répétitifs qui sont, et comme Isabelle l'a très bien précisé, un développement pour la pensée algébrique qui donc se développe après au collège. Et donc, c'est vraiment important de repérer ces récurrences, de repérer ces continuités, de pouvoir continuer. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Parce que j'ai vu qu'on fait un peu à la manière d'eux. On l'a vu beaucoup à une période en art plastique, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend en s'appuyant sur des exemples. Sur la diapositive, on revoit ici donc ça c'était plutôt un rappel, hein, les fonctions du nombre à la maternelle. Donc, pour exprimer une quantité, un rang, une position et comparer et calculer. Il est vraiment important, et je l'ai remis ici, on l'a remis ici pour avoir ça en tête, pour ne pas créer de déséquilibre trop important en ne faisant que rechercher l'expression d'une quantité. Je le redis, hein, c'est important, mais comparer ou calculer on va faire par exemple en résolution de problème est aussi important que ce qui précède. Et donc, pour ça, on va amener l'élève à passer de cette représentation, de cette manipulation concrète vers l'abstraction. Et je trouve que cette image résume bien ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on retrouve un triptyque manipuler, représenter, abstraire, et que verbaliser, ben, il est autour, mais parce qu'en fait, il est présent à chacune des étapes. Quand l'élève va manipuler, l'enseignant va verbaliser, les élèves peuvent verbaliser. Quand on va essayer de représenter ce qui s'est passé, on va avoir encore cette verbalisation. Parfois, certains élèves sont capables d'expliquer, parfois, ça va être l'enseignant. D'où aussi ce guidage pour essayer de verbaliser, parce que certains élèves, parfois, n'ont pas les mots, mais on a vu ce qu'ils ont essayé de faire, et de les amener vers cette abstraction. Attention, je mettrai un petit point d'attention sur la représentation du nombre. N'allez pas trop vite sur la représentation chiffrée avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En petite section, ça n'a strictement aucun intérêt en fait pour les élèves que savoir que cette quantité peut s'écrire avec le chiffre 2. En revanche, avoir différentes représentations du chiffre 2, c'est extrêmement important pour l'élève de représenter la quantité. On va trop vite vers cette représentation Mm. symbolique avant d'avoir construit les représentations du nombre. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Ça viendra, ne vous inquiétez pas de panique. Si à la fin de la petite section, un élève ne repère pas le 1, le 2 et le 3 en écriture chiffrée, mais qu'il est capable de construire une collection avec un objet, deux objets, trois objets, de comprendre que 2 et encore un, ça va faire 3, ou que un et encore un, ça va faire 2.
là, vous avez gagné, ça fonctionne. Ça viendra. Après, si ça, il n'a pas mémorisé ça, mais il a mémorisé le reste, vous avez fait le job, ça fonctionne sur la construction du nombre. Sur la diapositive suivante, on a essayé de lister des points de vigilance. Alors, je suis désolée c'est un peu long. Alors, voilà. Donc, varier la taille et la nature des objets, parce qu'effectivement, on a des élèves qui peuvent penser que, par exemple, une collection de 3 éléphants va être plus importante qu'une collection de 3 souris, parce qu'ils vont se baser sur la taille des objets. Donc, de varier cette taille et cette nature, donc, ce n'est pas une nouveauté, mais bon, c'était un rappel qu'on voulait vous donner. Donc, différentes positions. Attention effectivement à ces représentations organisées. Par exemple, le 5 avec voilà, le 4 et le point au milieu. C'est intéressant. Mais attention à ne pas trop les enfermer dans ça. C'est important qu'ils aient ces repères-là, mais pas que. Ouais, par exemple, les doigts, c'est un Mhm. vrai sujet. Ça, c'est deux, mais je sais pas, ça, c'est aussi deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et de pas dire non à un enfant qui vous fait une collection de 2 doigts ou de 3 doigts, pas avec la façon habituelle de la faire voilà, dans votre pays d'exercice ou dans le contexte de votre école, d'accord? Faut pas rester bloqué sur une représentation, une espèce de norme qui en fait Mhm. n'existe pas, hein, à part de façon traditionnelle dans notre système. Donc ensuite, il y avait l'introduction du zéro à pas introduire trop tôt, parce que c'est un concept bien plus complexe qu'on ne l'imagine à faire comprendre, et surtout ne pas installer que le zéro, c'est rien. C'est pas que ça, c'est bien plus complexe que ça. Ça montre l'absence de quelque chose. Et ça, l'absence de quoi? C'est souvent des concepts qui sont complexes pour les élèves. Donc on peut effectivement avoir, j'ai 3 objets, j'en enlève 3, ben, j'ai plus d'objets. Mais attention, à dire que c'est zéro, ça peut paraître simple à comprendre, mais c'est pas si simple que ça. Donc, attention à ne pas l'introduire trop précisément. Ensuite, on a essayé de redire un point important, justement de ne pas aller trop vite. Parce qu'un Hmm. élève est capable de compter, de dénombrer une quantité de 4 objets, eh bien, on a envie de travailler, justement, d'aller plus vite et d'aller travailler des plus grands nombres. Assurez-vous déjà que 1, 2 et 3 sont bien compris et bien acquis par les élèves avant de passer. Pour ceux et celles qui ont connu des élèves de CP, on a des élèves de CP qui, si on leur écrit 1 + 1 ou 1 + 2, ne sont pas capables de retrouver les résultats sans utiliser leurs doigts. Donc, ça veut bien dire que ces premières décompositions du nombre n'ont pas été acquises par les élèves parce qu'on est passé trop vite à des collections de 4 objets. Donc, prenez le temps en petites sections et avec certains élèves de début de moyenne section à travailler sur ces décompositions du nombre et ça va être la même chose pour des nombres un petit peu plus grands où on va travailler, et donc le point suivant, sur la composition et la décomposition de ces nombres. Et donc, vraiment, il faut prendre le temps avant d'envisager 5. Assurez-vous que déjà 1, 2, 3, 4 sont acquis. 5 est un point d'appui très important en calcul, mais qui s'appuie aussi sur ce qui a été construit précédemment. Donc, on prend le temps avec les élèves de faire cela. Et donc après, voilà, ben, jusqu'à 10, la même attention. Donc, je dirais que le programme de CP s'appuie sur le fait que justement, on renforce ces compositions et décompositions du nombre en maternelle, puisque dès la période 1 du CP, donc Isabelle en parlera tout à l'heure, on va aller plus vite, parce que Hmm. justement, on se sera assuré en maternelle que ces compositions, décompositions vont aller plus vite. Donc, plutôt que de passer du temps à aider les élèves à mémoriser que 2, ça s'écrit avec ce joli chiffre, passer du temps à travailler les compositions, décompositions, des comparaisons de constellations, de collections pardon, grandes. On peut avoir par exemple 8 objets et 6 objets. L'écart entre les 2 objets est 2. Donc ça, des élèves de petite section peuvent comparer cet écart. Ben, on fait de la correspondance terme à terme et on voit bien que ben, y a 2 objets qui restent, qui n'ont pas de correspondance dans l'autre constellation. Donc on peut travailler avec des plus grands nombres, mais avec des collections qui vont avoir des écarts plus faibles pour justement travailler autrement ces constellations que l'on va construire.
En fait, le temps que vous allez Sur la passer à résolution construire. de problèmes, pardon. Je voudrais juste faire une petite remarque, Charline, excuse-moi. Le temps que vous allez passer à construire, comme l'a dit Charline, jusqu'à 10, le nombre, c'est fondamental, c'est le socle. Et on peut être tenté, soit nous-mêmes, soit en raison des demandes des familles également, d'aller trop vite. Et je crois que vraiment, il y a tellement de possibilités de varier les situations en tapant dans ses mains. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire pour aller jusqu'à 10 de façon très sûre. Voilà. Et justement, les rituels en maternelle sont importants pour faire ce travail-là. Compter les élèves, on peut compter plein de choses, mais on peut faire de la résolution de problèmes aussi dans les rituels. On peut travailler sur l'aspect cardinal et ordinal du nombre en résolution de problèmes. Il y a vraiment plein de ressources qui existent. Et donc, dans les guides verts, vous trouverez des liens directs pour justement trouver des ressources pour varier. Il y a des petites fiches aussi outils pour travailler les compétences autour de la construction au nombre avec vraiment des outils pratico-pratiques issus de plein de ressources différentes. Donc, plutôt que de passer plein de temps à chercher, regardez sur les guides. Il y a vraiment des propositions qui vous sont faites parce que parfois on peut passer beaucoup de temps sur Internet et pas trouver ce qu'on cherche. Là, il y a vraiment des propositions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Euh, Sur la résolution de problèmes, on souhaitait rappeler des choses évidentes, mais des fois les évidences sont toujours bonnes à dire. Un problème, c'est une situation où la réponse n'est pas forcément immédiate. Il y a un obstacle, c'est-à-dire que l'élève, ben, il ne va pas trouver la réponse tout de suite, il va devoir chercher, faire peut-être des essais, faire peut-être des erreurs et surtout expliquer comment il l'a fait. Comme disait Isabelle tout à l'heure, ben, souvent les élèves pensent que j'ai réussi si j'ai trouvé le bon résultat. Et parfois, justement, ben, on peut travailler. Voilà, le résultat, c'est ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment on arrive à ce résultat, comment on a fait, quelles sont les différentes manières de faire, quelle est la manière la plus efficace pour ne pas se tromper, de quoi on a eu besoin. Et rendre les élèves conscients de ce travail-là, c'est leur donner à dire que un problème, certes, il y a une réponse sous la forme d'une solution et un traitement mathématique, mais il y a tout le recherche sur le modèle mathématique qui est derrière, sur la démarche d'apprentissage qui est derrière, parce que c'est vraiment ça qui, au collège et ensuite, va aider les élèves. Et donc, par exemple, sur les opérations posées, on se dit à quoi ça sert de faire ça à l'école, puisqu'après, on a une calculatrice qui, chez vous, pose une division à la main avec la potence, etc. En tout cas, moi, ça ne m'arrive pas tous les jours. Donc, tout ce travail en fait qu'on fait, alors je reviens sur la maternelle de décomposition, recomposition et résolution de problèmes, est vraiment, et je trouve le mot très bien d'Isabelle, le socle de ce qui va construire les compétences mathématiques des élèves. Et donc, en maternelle, on va bien sûr être plutôt sur des résolutions de problèmes à une étape, mais on peut s'autoriser des fois des situations beaucoup plus complexes où les élèves vont chercher. Il y a plein de variables qui permettent de faire évoluer cela. Ce qui est important, et on va le voir sur la diapositive suivante, c'est un petit peu la progressivité de la résolution de problèmes. Donc, une évidence aussi, adaptée à l'âge de l'enfant et au développement cognitif de l'enfant. En première année de maternelle, on va avoir plutôt des temps d'enseignement assez courts, en général plutôt à partir de janvier, puisqu'il faut leur laisser aussi le temps d'arriver dans la classe. Mais là, on va vraiment s'appuyer sur tous les moments de la vie de l'enfant. Donc là, on citait les activités physiques, parce que ça, c'est évidemment, en passant par le corps de l'élève, que ces notions-là vont pouvoir aussi plus facilement s'intégrer dans leurs connaissances et dans leurs compétences. En milieu, on va dire, de scolarité de maternelle, plutôt en moyenne section, on va vraiment avoir. Ah zut, il manque un petit bout. Il y a un retour à la ligne qui a sauté. Pardon. Euh, des moments fréquents et réguliers. On se dit, ah ben, on attend peut-être la fin de l'année pour arriver à faire cela. Non, il faut vraiment tout au long de l'année avoir des moments très précis, inscrits même dans l'emploi du temps, pour mener ces séances de résolution de problèmes. Parce que on va avoir des élèves qui vont être en difficulté en début d'année, mais c'est cette répétition qui vont les aider à comprendre et à apprendre. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ne pas s'arrêter parce qu'un élève ne réussit pas tout de suite. Au contraire, si on attend en fait que tous les élèves réussissent, mais ça veut dire que les situations les plus complexes vont être abordées parfois sur des temps trop courts ou trop tard dans l'année. Alors que l'enjeu de ces programmes, c'est au contraire de familiariser les élèves sur des temps plus longs à des notions complexes.
Et donc, en fin de maternelle, on va essayer d'aider les élèves à passer vers plus de représentation. C'est-à-dire que la manipulation vienne peut-être plus vérifier que finalement aider à comprendre le problème. On va travailler sur, par exemple, le surcomptage, même si c'est quelque chose qu'il va falloir abandonner à un moment, le décomptage aussi, mais en même temps, on va aussi s'appuyer sur les compositions et les décompositions des nombres qu'ils ont mémorisés. Parce qu'effectivement, je sais que si j'ai trois objets et que j'en enlève deux, il m'en reste un, je le sais parce que j'ai mémorisé que 2 et un, ça fait 3. Donc, c'est vraiment important de faire du lien avec les élèves sur cette démarche-là, sur laquelle ça va s'appuyer évidemment en cycle 2. De nouveaux points de vigilance, et j'en aurais pratiquement terminé avec le cycle 1. J'étais un peu plus longue, je suis désolée Isabelle. Sur ces problèmes où les mots, et mais ça c'est valable aussi pour le cycle 2, Mm. induisent parfois certaines opérations de plus que, de moins que. Alors on a envie de mettre ensemble et pourtant il va falloir enlever. Donc c'est important parfois de leur proposer des problèmes où effectivement l'évidence va ne pas être celle-là. Et c'est vraiment cette idée d'inhibition. Empêcher, c'est aussi apprendre. Empêcher de faire quelque chose, ça veut dire que j'ai compris et que je suis capable d'aller plus loin. Donc ces automatismes sont importants, mais il faut pouvoir justement empêcher certains automatismes parce qu'on a compris la situation et parce qu'on est en train d'y réfléchir. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc ça revient au point suivant, où justement, à partir de 5 ans, on va confronter les élèves à des situations de problème avec de plus que. J'ai 3 billes de plus que Judith. Combien j'ai 2 billes ou j'ai des billes, j'en ai deux de plus et maintenant j'en ai 5. Combien j'en avais au début? Donc ça, ces problèmes-là, le dernier problème est bien plus complexe puisque on a envie de faire 5 plus 2 et vous savez comme moi que cette tentation-là suit les élèves de nombreuses années. Donc pour conclure la partie cycle 1, ce qui est important à retenir, c'est cette régularité, d'asseoir ce socle de composition et recomposition des premiers nombres parce qu'ils sont indispensables à la construction de nombres plus grands, de veiller à ce que ces activités que l'on peut proposer régulièrement aux élèves évoluent en fonction de ce qu'on peut leur proposer, ne pas attendre systématiquement que tous les élèves aient maîtrisé une notion pour en aborder une nouvelle, mais les répéter, les rebrasser de manière régulière. Ce qui est intéressant aussi dans ces programmes, et on ne l'a pas mis ici, on l'a mis un petit peu plus sur le français, c'est de voir qu'il y a aussi des recommandations en termes de gestes professionnels. Et là, ce qu'on a pointé dans cette première partie, c'était vraiment sur cette démarche d'enseignement explicite et structurée. Donc, et là, vous avez un véritable outil que sont les programmes pour mener cette structuration. Et sur l'enseignement explicite, moi, je pense qu'avec des élèves non francophones, c'est vraiment une démarche qui est intéressante à renforcer parce qu'elle est indispensable pour des élèves qui n'ont pas toujours les codes du français et qui ont besoin qu'on soit, alors explicite, c'est pas que clair, hein, c'est un peu plus large que ça, mais qu'on soit au clair sur un certain nombre de choses, nous, mais que les élèves aussi le soient. Voilà. C'est une mesure extrêmement juste, il me semble, pour répondre aux différents profils d'élèves que nous avons tous dans les classes. On passe au cycle 2, mais tout ce qu'a dit Charline sur le cycle 1, vous le comprendrez qu'il s'applique également au cycle 2 et au cycle 3. Pour le cycle 2, les programmes de cycle 2, on voudrait pointer trois aspects vraiment primordiaux sur lesquels il faut s'interroger en équipe, mais aussi dans ses pratiques individuelles. La première, c'est le calcul mental. D'abord, c'est un champ très complexe qui pâtit un peu de nos habitudes d'enseignement que nous avons tous vécues en tant qu'élèves et pour lesquels voilà, il faut s'interroger. Cette tradition doit être interrogée. En fait, c'est beaucoup plus complexe que l'ardoise et les 15 minutes de calcul qu'on peut voir et qu'on a eu écrit d'ailleurs dans les programmes auparavant. Le temps n'est pas que le paramètre à prendre en compte parce qu'on y passe beaucoup de temps, mais au final, les résultats de nos élèves sont assez décevants parfois sur ce champ-là.
En fait, il y a deux choses vraiment importantes à mesurer et à travailler de façon complémentaire en classe. C'est l'enseignement de procédures de calcul mental et plusieurs procédures de calcul mental, même sur une seule thématique, et en parallèle, une définition claire de l'enseignement des faits numériques. Parce que si on n'a pas les deux, on ne peut pas permettre aux élèves d'avoir les outils intellectuels pour pouvoir progresser sur le calcul mental. Et le calcul mental, c'est le point d'entrée au calcul, à la résolution de problèmes et du coup à des notions tout à fait abstraites. Donc attention à ces deux choses-là. Qu'est-ce que je fais sur les faits numériques? Qu'est-ce que je fais sur l'enseignement des procédures? Vous et moi, je vous donne la même opération, nous n'allons pas calculer de la même façon. Selon les nombres en jeu, il y a des façons qui sont plus efficaces que d'autres. Donc attention à ne pas imposer, comme c'est écrit sur la slide, sur la diapositive, mais il faut donner les outils aux élèves et il faut leur donner plusieurs outils et il faut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes quels sont ceux qui, pour eux, sont les plus efficaces, qui leur permettent de moins se tromper et d'aller plus vite. Donc, du coup, de libérer de la mémoire de travail. Donc, attention à ces deux champs-là. Et pour cela, on ne peut pas s'appuyer que sur l'ardoise. L'ardoise, ça disparaît. Au bout de 15 minutes, il n'y a plus rien sur l'ardoise. Et les élèves, quand ils vont être amenés à utiliser les nombres pour résoudre des problèmes ou même faire d'autres exercices, ils ont besoin d'avoir des traces écrites sur lesquelles s'appuyer. Hein, d'avoir de temps en temps, au début, les tables de multiplication à côté d'eux. Bon, bah ça, on les voit dans les traces écrites des élèves dans les cahiers de maths, de leçons de maths. Par contre, on ne voit quasiment jamais aucune procédure de ah bah voilà, pour tel type de problème, bah moi je vais utiliser telle ou telle procédure. Attention, le calcul mental, c'est Éric Trouillot, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous en parle très très bien, le papa du jeu Matador, peut-être que vous connaissez. Il dit très bien aux enseignants que le calcul mental, ce n'est pas du calcul posé dans la tête. Et donc, en fait, on ne commence pas par les unités, par exemple, en calcul mental. Vous voyez, il y a beaucoup de choses de non-dit, peut-être, peut-être assez contre-intuitif, parce que nous, on n'est peut-être pas très au clair de ça. Donc voilà, le focus calcul mental, c'était vraiment important que voilà, vous ayez cette compréhension de ce qui se joue, donc des traces écrites dans les cahiers et les exercices, pas seulement sur l'ardoise. Dans le cahier du jour, il peut y avoir des traces et on peut s'y référer. Alors, D'accord? juste pour faire un petit focus, mais très très rapide, il faut penser que vos élèves en particulier ont des efforts de mémorisation plus importants peut-être que des élèves francophones, puisqu'ils doivent à la fois apprendre cette langue française, quel que soit le niveau, mais aussi apprendre une notion. Donc, il est important d'avoir des traces, alors dans le cahier ou autre, pour soutenir cette mémorisation. Sans ces traces-là, on demande aux élèves de mémoriser un énorme corpus Mm. qui va être difficile même pour de bons élèves. Donc, ces traces écrites sont extrêmement importantes. Nous, c'est évident pour nous, cette mesure qu'on l'a mémorisée, on le sait, on le connaît. Mais les élèves, ils ont vraiment besoin de ce soutien-là. Donc, pensez-y en mathématiques, mais pas que, à la place de ces traces écrites, à quel moment elles disparaissent aussi, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient là en permanence, mais comment on soutient la mémorisation des élèves. Et rappelez-vous de ces quatre piliers de l'apprentissage de Dehaene, ça fait partie de ces piliers. C'est-à-dire que si on n'aide pas les élèves à mémoriser, il faut aussi se rendre compte que là, ils vont devoir apprendre le mot calcul mental en français, comprendre ce qu'est la notion de calcul mental et connaître des procédures de calcul mental. Donc, c'est C'est conséquent beaucoup chez les d'implicite. élèves. Voilà. C'est beaucoup d'implicite dans nos façons de faire en classe. Donc, interrogez-vous là-dessus. Le deuxième point, cycle 2, mais on l'a déjà vu en cycle 1 et on, on pourrait le retrouver en cycle 3. Vous le savez bien, c'est la résolution de problèmes. C'est une vraie difficulté du métier, la résolution de problèmes. Mais on a, comme pour le calcul mental, maintenant des travaux sur lesquels on peut s'appuyer. Notamment, vous voyez le schéma qui est donné ici
qui est un schéma présenté par Verschaffel et De Kort, mais qui prend appui sur des travaux très très vieux de Polya en 1945. Euh, euh, la, la résolution de problèmes est une vraie difficulté, je pense, et un vrai impensé euh, de ce qu'on entend par l'enseignement de la résolution de problèmes. On doit enseigner des stratégies, on doit enseigner des procédures qui vont permettre aux élèves de s'en sortir, de laisser les élèves face à des problèmes, même de façon très régulière, sans décortiquer ce qui est derrière, sans la pensée là, dont Charline parlait tout à l'heure. Ce qu'il y a là-dedans, là, c'est vraiment fondamental. Donc, vous avez des guides extrêmement bien faits. Cycle 2, enfin CP, mais valable pour tout le cycle, CM, voire cycle 4. Allez voir ce qu'il y a écrit dans les guides de résolution de problèmes cycle 4 également, et vous comprendrez que cette évolution, elle est vraiment lisible dans le parcours de l'élève. Donc, on revient sur les automatismes parce que si on ne développe pas, même en résolution de problèmes, des automatismes liés à comment j'analyse un énoncé de problème, comment je m'en fais une image dans la tête, comment je le modélise, quelle procédure, quelle stratégie je vais utiliser, nos élèves, ils ne savent pas sur quoi s'appuyer. Et c'est important de développer des automatismes avec des problèmes très, très simples et puis des capacités de recherche plus évoluées sur d'autres types de problèmes. Parce que c'est central, vous le savez que la résolution de problèmes, c'est central, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Le dernier point qu'on voulait vous présenter, qui est vraiment la nouveauté de ces nouveaux programmes de cycle 2 en mathématiques, c'est le fait qu'on s'aligne sur les autres pays qui ont des réussites meilleures en mathématiques que nous, sur l'enseignement précoce des fractions et des décimaux. Alors attention, pas comme ce qu'on peut faire actuellement en cycle 3, mais avec, si vous regardez les programmes précisément, des points très particuliers. Les décimaux ne sont travaillés au cycle 2 que dans le cadre de la monnaie, par exemple. Et d'année en année, on vous propose, comme ce qui est écrit ici, des repères tout à fait importants à suivre pour, pareil, ne pas aller trop vite non plus. On essaye d'avancer les choses, mais il ne faut pas aller trop vite vers cette abstraction liée aux fractions et aux nombres décimaux. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'on s'aligne sur les programmes. Rapidement, mais on en a Et juste parlé. pour Oui, les vas-y. fractions, si on regarde aussi les évaluations internationales, les pays qui réussissent le mieux les Mm. items sur les fractions sont ceux qui justement commencent à aborder la notion beaucoup plus tôt. Donc c'est Oui. vraiment flagrant en fonction de l'année de démarrage en fait de cette notion-là, de l'évolution des réussites. Donc si on se base sur des, on va dire, des systèmes éducatifs proches. Et de plus, moi, j'y trouve un intérêt important, c'est que certains de nos élèves vont avoir des difficultés ou une certaine lenteur, en tout cas, à rentrer dans la base 10 et la numération des nombres entiers. Et là, dans les fractions, on les remet en réussite. Et c'est important, voilà, de comprendre qu'ils ont un pouvoir sur ces nombres. Voilà. Les points saillants, donc, on parle maintenant de fluence en mathématiques. Et donc, on réaffirme de façon très claire cette notion de développement d'automatisme lié bien sûr à la connaissance de certains faits numériques, mais aussi comment dire, au fait qu'on doit avoir des procédures dans sa tête, même si on n'a pas le fait numérique, de façon à pouvoir le retrouver le plus rapidement possible. Donc ça, c'est important. Avec une pratique structurée, comme c'est indiqué ici, et comme on a insisté tout à l'heure sur l'interrogation de nos pratiques actuelles.
l'introduction des fractions dès le cycle 1, en période 2, dès le CE1 en période 2, donc très rapidement. L'écriture à virgule dans le contexte de la monnaie également. Et puis, voilà, l'étape de multiplication, j'imagine que vous voyez la même chose que nous, des élèves qui ont des difficultés à retenir ces tables de multiplication et qui se retrouvent très vite en difficulté sur des tâches de plus haut niveau. S'ils sont encore à trouver le résultat d'une multiplication toute simple, bah, ils ne peuvent pas résoudre un problème, par exemple. Moi, j'ai vu des élèves résoudre un problème en posant 5 fois 6, par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de notion, voilà, non plus de ce que ça représente. Voilà. Et la résolution de problèmes, un vrai sujet. Et la régularité, l'interrogation sur le chemin est toujours primordiale. Ça, quel que soit le cycle. Voilà. Si on continue, voilà. Bien évidemment, la continuité entre le cycle 2 et le cycle 3. Et voilà, une présentation un petit peu visuelle de façon à ce que vous rendiez compte, pardon, que les différents domaines d'apprentissage, évidemment, se retrouvent du cycle 2 au cycle 3, avec bah, la nouveauté des fractions, par exemple, dans le premier rencard, sur les nombres et les calculs et la résolution de problèmes. Le focus sur le calcul mental, extrêmement important, avec cette notion de fluence de calcul. Grandeur et mesure, là encore une fois, pas de différence fondamentale. Moi, je dirais que la seule attention sur laquelle voilà, il faut qu'on se penche, c'est quelle, à quelle dose, à quelle fréquence nos élèves rencontrent ces notions dans les séances de mathématiques ou dans d'autres séances. Je pense aux séances de sciences et technologies, hein, pour les faire comprendre. Parce que ça fonde les apprentissages qui vont être poursuivis au collège dans les domaines scientifiques. L'espace et la géométrie. Alors, je voudrais juste vous mentionner un point, parce qu'on ne le voit pas forcément apparaître comme ça, mais il y a quand même un petit écueil. En maternelle, en cycle 2, on parle bien de partir des objets concrets et d'aller vers l'abstrait en géométrie et en espace. Regardez bien, en cycle 2, on parle des solides. Ensuite, on passe à la géométrie plane et après le repérage dans l'espace. Et regardez bien, en cycle 3, on commence par la géométrie plane dans les programmes, puis les solides, puis le repérage dans l'espace. Pour moi, ça, c'est une grosse difficulté. On a tendance naturellement, et les méthodes commerciales, on va dire, nous y entraînent à commencer par la géométrie plane pour aller en fin d'année et en se dépêchant vers les solides. Et il me semble que de garder les solides en premier lieu vont permettre de travailler un certain nombre de caractéristiques géométriques qui vont pouvoir être de petit à petit, progressivement abstraites en 2D. Souvent, moi je remarque, la première leçon de géométrie, c'est le vocabulaire en géométrie. Comment est-ce qu'on peut expliquer dès le début de l'année à un élève de CM1 ou de CM2 qu'est-ce qu'un point ou qu'est-ce qu'une droite, alors que concrètement, ça n'existe pas. Enfin, voilà, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le manipuler. Vous voyez, ça va en contradiction avec manipuler, représenter, abstraire. Voilà, donc attends, ce petit point-là, je voudrais vraiment que voilà, vous le gardiez en tête. Peut-être, moi, je dirais commencer par les solides avant de passer toujours en géométrie plane en cycle 3 parce que c'est pas une évidence du tout. Euh, bon, le reste, la proportionnalité, l'organisation et la gestion des données,
Voilà, là, un petit point sur les probabilités, mais vous verrez dans les programmes que ça s'applique bien évidemment plus au sixième. En attendant, on peut faire quand même des probas sur certains problèmes que l'on donne en résolution de problèmes. Et ça peut être intéressant voilà, de tâtonner, d'essayer, de chercher sur une notion dont on n'est pas expert du tout. Et puis Avec on peut. l'initiation à la pensée informatique. Alors à la pensée algébrique et à la pensée informatique, en fait, elle existe toujours hein, dès la maternelle, on va dire, en filigrane, mais ça devient un domaine disciplinaire, la pensée informatique en sixième. D'accord? Ça ne l'est pas avant. N'empêche que ça ne nous empêche pas. Vous regarderez les programmes, mais ça ne nous empêche pas de continuer à utiliser toutes les séances que vous menez de découverte, d'initiation à la pensée informatique. D'accord? Ou en lien avec les sciences, la technologie, voire avec le langage et avec plein d'autres situations que vous faites vivre au quotidien. Ce qu'on voit pas là, mais vous regarderez dans les intentions des programmes, au début de chaque programme de cycle 2, de cycle 3, on vous explique dans un premier paragraphe les grands principes. Et vous allez voir que se retrouve cette place de la verbalisation dont on vous a parlé dès le départ, mais de façon vraiment très, très massive. La place et le rôle de l'oral, les écrits en mathématiques sont vraiment des sujets sur lesquels il faut se pencher. C'est un langage vraiment important à développer et à faire travailler dans nos classes. Le point aussi que l'on ne voit pas là, parce que ce n'est pas limité aux mathématiques. Vous le verrez dans les principes des programmes, c'est tout ce qui touche les compétences psychosociales, parce que ce sont des aptitudes que l'on souhaite voir aussi transférées dans d'autres domaines, et surtout qui sont des aptitudes liées bien sûr à la réussite scolaire, mais aussi à des choix beaucoup plus personnels. Donc, quand on fait élaborer des stratégies, prendre des initiatives, analyser, chercher, se confronter à l'inconnu, voilà, et ben l'air de rien, derrière tout ça, on apprend aux élèves des compétences bien plus vastes que celles qui sont inscrites directement à la didactique des mathématiques, mais qui visent à développer la confiance en soi des élèves et leur curiosité envers ce domaine d'apprentissage, mais tout à fait transférable à d'autres sujets. Le dernier point qui me semble vraiment fondamental à travailler, c'est l'égalité entre tous les élèves. Donc, je reviens sur l'enseignement explicite dont nous avons beaucoup parlé avec Charline, et en particulier l'égalité entre les filles et les garçons. Vous savez que c'est une vraie question sociétale. Euh, la, 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 le taux de représentation, le taux de réussite des filles qui malheureusement régressent ou ne progressent pas dans certaines situations, avec un décalage très, très, très important et qui semble se creuser. Euh, on vous invite à interroger en fait votre pratique, les supports que vous utilisez, parce que dès les premières évaluations nationales, en tout cas de notre côté, que nous avons, c'est-à-dire le CP,
mi-CP, on se rend compte qu'on a déjà des écarts qui se creusent et qui ne font que se creuser. Donc une vraie difficulté. Alors on a des leviers, il me semble, mais peut-être qui nécessiteraient des formations. C'est bien sûr sur les stéréotypes de genre, hein, voilà. On parlait de la confiance en soi des filles, l'anxiété qu'elles peuvent parfois éprouver, notamment sur des tâches minutées. Et puis le développement de l'oral, de considérer l'erreur comme quelque chose de positif, d'explicité, de viser non pas la performance, le résultat final, mais la maîtrise du contenu, le chemin, la stratégie qu'on utilise, le mettre en avant. Ça permet de faire prendre conscience aux élèves que bah non, on n'est pas nul en maths, on ne n'est pas nul en maths, on n'a pas la bosse des maths et que on a un fonctionnement. Moi, je me rappelle d'élèves qui m'ont dit, mais en fait, on a le même cerveau. On peut très bien réussir, les filles et les garçons peuvent aussi bien réussir. Et merci. Allez le dire très très fort à tout le monde. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et peut-être aussi nous, en tout cas en tant qu'enseignants, de prendre conscience que des interactions qu'on a avec les filles et les garçons, et de se dire peut-être que euh, c'est pas du talent, les maths, voyez? Et qu'on soit une fille ou un garçon, c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de la confrontation à peut-être des échecs, des obstacles qu'il va falloir arriver à surmonter. Et que ça, qu'on soit une fille ou un garçon, tout le monde peut y arriver de façon à ce que nos filles puissent obtenir en tout cas des taux de réussite plus importants en mathématiques parce que derrière ça, il y a à la fois l'esprit qui est derrière, que tout est ouvert, quel que soit voilà, notre genre, voilà, toutes les situations professionnelles sont ouvertes, quel que soit notre genre. Et, et pour moi, c'est une nécessité d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nécessité d'agir et de prendre conscience parce que moi, quand je montre les résultats filles-garçons aux enseignants, ils sont très ébahis en fait par ça. Ils n'en ont pas conscience. Et je crois d'avoir cette vigilance en équipe, c'est un vrai enjeu pour nous tous, il me semble. Voilà. Belle conclusion. Donc c'est vrai qu'on a un tout petit peu moins détaillé le cycle 3, mais sincèrement, fondamentalement, à part les choses en fait qui vont être abordées un peu plus tôt en cycle 2 et donc qui n'aura pas nécessité à revoir en cycle 3, mais à approfondir, il n'y a pas de changement aussi massif, enfin majeur que pour le cycle 2. En fait, ce qu'on vous a dit pour le cycle 2 s'appuie, est tout à fait transférable pour le cycle 3. Le calcul mental, la résolution de problèmes, c'est vraiment voilà, des sujets saillants avec l'idée voilà, que les programmes nous aident dans cette perspective avec une entrée qui n'est pas qu'une entrée de développement de compétences mathématiques, mais qui s'appuie sur des compétences psychosociales extrêmement nécessaires pour que tout le monde puisse prendre conscience qu'il est capable de progresser, quel que soit son profil. Et on a vraiment cette cohérence, justement, cycle 1, cycle 2, cycle 3 sur ces enjeux. Donc, c'est pour ça que là, il y avait vraiment des notions, on va dire, transversales, à la fois, bien sûr, sur les compétences psychosociales, mais sur la manière, en fait, et l'esprit d'aborder l'enseignement des mathématiques de la petite section au cycle 3, enfin, au CM2, en tout cas, et la sixième, bien sûr, également. Donc, on a un petit peu débordé, mais vous, comme vous avez pu le voir, ce sujet nous passionne l'une comme l'autre. Donc, on a beaucoup de choses à dire, mais on tient à ce qu'il puisse y avoir un temps de réponse. Donc,
Donc pour le diaporama, comme on a pu l'écrire, on vous le partagera. La visio, il n'y a pas de souci. Je sais qu'elle a été enregistrée pour cela. Donc on vous le partagera aussi. Nous, il n'y a aucun souci. Véronique vous donnera plus d'informations que moi. Donc est-ce que peut-être il y a des points sur lesquels vous aimeriez ou une question, des choses. Il y avait une question, voilà, je voulais juste reprendre sur l'enseignement, direct, c'est la version, on va dire, française de l'enseignement explicite avec, entre autres, Gouagou et Seb. On est en fait sur une démarche qui n'est pas complète, qui est pas orthogonale en fait à la vision canadienne, on va dire, de Bissonnette, même si elle est belge aussi qui était dans cette histoire. Mais on est sur une autre manière d'interaction, enfin une autre manière, sur un renforcement des interactions maître-élève. On va un petit peu plus loin sur cet aspect-là dans la version du coup française avec Gouagou et Seb, sur la manière de présenter l'objectif de la séance, de le distinguer les objectifs d'enseignement que des objectifs d'action, parce qu'on a des élèves, par exemple, on va faire un travail de tri, où on va manipuler des étiquettes qu'on va devoir mettre dans certaines catégories, et on va avoir des élèves qui vont retenir, mais qu'est-ce que tu as appris? Mais j'ai appris à découper et à coller au bon endroit. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on voulait travailler avec eux. Donc, je donne un exemple bien sûr trop précis, mais dans l'enseignement direct, c'est vraiment ça, c'est donner les enjeux aux élèves de manière visible. Le, la version enseignement explicite va plus loin et beaucoup plus large que, que celle-ci. Et donc, effectivement, sur Alain Savary, on a, donc j'ai regardé le lien, on a aussi un 4 pages sur l'enseignement explicite qui reprend un certain nombre de choses. Il y a pas mal de conférences. Je crois que la dernière de Anne, c'était avec le Collège de France. Enfin, je sais plus. Mm. Elle date de l'année dernière, mais elle était très très bien, très intéressante. Un peu longue, mais très très intéressante. Il y avait une Merci. question dans Oui, le chat sur un troisième auteur qu'on aurait ouais, j'ai cité, vu ça. Dehaene, Trouillot, C'était euh, pas Bissonnette, non? ça devait être Bissonnette, oui. Ouais. On peut citer Bissonnette ou version anglo-saxonne ou Madame Boquillon, version belge. Voilà. Euh, les deux personnes, on va dire, qu'on a en référence, je pense. Même si, voilà, c'est pas spécifique aux mathématiques, c'est Oui. vraiment une démarche beaucoup plus large. Après, en auteur spécifique pour les mathématiques, Ben, on n'a euh, pas parlé de Singapour, mais oui, bon, alors on a eu un grand sujet, je ne sais pas vous, mais nous, en France, on a eu un grand sujet sur la méthode de Singapour. D'accord? Est-ce que on doit utiliser la méthode de Singapour ou pas? En fait, vous relirez les programmes, mais vous verrez, il n'y a pas de méthode de Singapour citée explicitement, et ça veut dire que ce n'est pas la seule et l'unique méthode à utiliser en mathématiques. On est vraiment plutôt sur la démarche et manipuler, représenter, abstraire avec la place de la verbalisation est tout à fait dans l'esprit. derrière ça. Donc voilà, on a des manuels qui s'appellent mathématiques explicites, on a les méthodes de Singapour, on a plein de choses qui derrière travaille au final la démarche. Et la démarche de Singapour n'est pas issue de Singapour, mais bien d'une compilation de différents chercheurs, de travaux de chercheurs, dont dont Singapour s'est emparé. Mais je pense que c'est une méthode en fait internationale. Je dirais plutôt ça comme ça. Euh, ah oui, alors on va peut-être essayer de répondre aux questions dans l'ordre. La devise qu'on utilise pour l'étude décimale de la monnaie au cycle 2. Alors, dans les programmes, bien évidemment, on parle de l'euro. Moi, je pense que les ponts que vous pouvez faire avec la devise du pays, elle est fondamentale. Dans l'idée, de toute façon, que c'est comment je passe de la manipulation de pièces, de billets, etc. Alors moi, je vais parler d'euros et de centimes d'euros
à la compréhension de ce que veut dire, je ne sais pas moi, 1,20 euros. Vous voyez, je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment ça qui est derrière. Les élèves, ils sont euh, plus ou moins confrontés d'ailleurs à des écritures déjà décimales. Quand ils vont avec leur famille dans les magasins, ils le voient. Bon, bah, il faut qu'on parle de ça en fait. C'est pour ça que c'est la monnaie qui apparaît comme l'entrée première, c'est qu'en fait, elle est sous nos yeux et elle est sous leurs yeux. Donc, comment on s'entraîne à bien évidemment connaître le passage de 1 euro à 100 centimes, etc., d'euros, mais comment on peut aussi le voir écrit et ce que ça peut signifier. Alors, c'est juste une initiation, hein, à l'écriture décimale. Mais voilà, c'est pour revenir dessus. Alors, juste un petit point sur les méthodes. Alors, est-ce qu'il y a une bonne méthode, pas de bonne méthode, MHM, pas MHM? Je dirais que alors, si je veux faire un tout petit focus sur MHM, je laisserai. MHM est une méthode qui rassure, c'est-à-dire on dit ben voilà, tel jour, telle semaine, on va faire telle chose, etc., etc. Il y a des MHM, c'est construit sur la base de plein en fait de méthodes où Nicolas Pinel a essayé justement de regrouper ce qui était vraiment le plus efficace. Et donc on se dit, bah, voilà, vu que ce sont des méthodes reconnues comme efficaces, MHM est l'outil idéal. Sauf que un outil, si on n'a pas lu le guide du maître, compris le guide du maître et compris les enjeux de ce qu'on mène, moi j'ai vu des choses avec MHM qui n'étaient pas du tout bonnes parce que l'enseignant n'avait pas compris l'enjeu de ce qui était derrière. Donc pour moi, une bonne méthode, c'est d'abord une méthode qui s'approprie à minima à l'échelle du cycle, c'est-à-dire que on a cette cohérence pour les élèves de représentation, de démarche, et Mm, surtout qui permet justement de construire ces repères pour les élèves. Et ces repères, on les construit en connaissance la manière dont les auteurs ont construit la méthode. Donc le guide du maître est vraiment une ressource indispensable. On se dit, oh bah oui, je connais, je vais regarder, je vais faire. Sauf que il y a des choses qui ne sont pas forcément mm, accessibles. Donc sans le guide du maître, je dirais qu'une méthode n'est pas une bonne méthode. Donc après, pour les écoles bilingues, ce qu'il faut faire attention, c'est ce que moi j'appelle aussi les distracteurs, c'est-à-dire des mm, choses qui font joli, mais qui n'ont pas d'intérêt pour les élèves directement. Donc les méthodes épurées, c'est ce qui me semble les plus adaptées. Donc dire qu'il y a une bonne méthode et une mauvaise méthode, alors Isabelle mm. pourra compléter, pour moi, il n'y en a pas forcément. Et je dirais que MHM peut être une bonne méthode comme une mauvaise méthode, Oui, ça dépend ce qu'on en fait. oui, oui, oui. Il faut. Je pense que les mathématiques restent encore une difficulté d'enseignement pour un bon nombre de collègues. Et de s'appuyer sur des guides reconnus, voilà, conséquents, me semble être une bonne entrée en matière. Et se référer au guide institutionnel, c'est pas du temps perdu parce qu'on comprend ce qui est derrière. Ce qu'on voit pas dans certaines méthodes, dans les guides pédagogiques, pardon, de certaines méthodes qui sont trop succincts et qui sont très pratico-pratiques, mais pour lesquels on comprend pas ce qu'il y a derrière. Et c'est fondamental de comprendre. Euh, la méthode de Singapour, elle démarre très tôt, elle va jusqu'au cycle 3. Elle existe en tout cas jusqu'au cycle 3. Voilà, donc tous les cycles sont utilisés. En tout cas, la méthode de Singapour, celle qui est éditée par la librairie des écoles, voilà, cette version-là. Pour répondre à la question suivante, euh, pour le calcul mental, alors, Butlen et Pesa, voilà, ça c'est une référence. Moi, je dirais ça, c'est incontournable. C'est un truc vraiment sur lequel il est important de se pencher, des travaux très importants, des travaux d'un chercheur qui a fait toute sa carrière en éducation prioritaire et qui s'est rendu compte du paradoxe des automatismes. C'est-à-dire les élèves s'enferment dans des automatismes qui les rassurent
Et ces automatismes, en fait, font écran à d'autres stratégies ou procédures à utiliser dans certaines situations. Et globalement, pour faire très simple, mais il faudra aller regarder ces travaux, pour faire très simple, un élève en difficulté va faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire du calcul mental. Pour lui, c'est du calcul posé dans sa tête. Et en fait, c'est un automatisme qu'il faut absolument éviter, d'où l'enseignement de stratégie. Parce que ces travaux conduisent en fait à la difficulté en résolution de problèmes, c'est qu'un élève, il va avoir le même automatisme en résolution de problèmes, qui est de prendre les nombres, d'en faire une addition, ça pour tous les élèves, ou d'en faire le dernier sujet évoqué récemment. Donc, si c'était des soustractions, il va vous faire une soustraction. Voilà. Et ça, c'est un automatisme. Et on revient sur l'inhibition de tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Donc, Butlen nous a appris énormément de choses sur ce sujet-là. Très intéressant, les travaux de Denis Butlen. Je redescends Ah, on revient sur la monnaie, il me semble. Oui, donc dans nos programmes, effectivement, on ne va pas jusqu'au millième, puisque nous, on se base sur l'euro et la monnaie. Et donc, on ne descend pas si loin chez nous. Je pense qu'il faudrait regarder, du coup, dans vos programmes dans les programmes, pardon, jusqu'où vous pouvez aller. Mais si vous étudiez bien les programmes de cycle 2 sur l'écriture décimale, je pense que vous verrez très bien décrit comment on s'y prend pour y arriver. Et ce que je peux vous dire, c'est que il y a des documents d'accompagnement qui vont arriver. Alors, je ne sais pas s'ils seront disponibles pour la rentrée scolaire pour travailler ce sujet-là, mais en tout cas, sur ces nouvelles notions vraiment phares hein, de cycle 2, que sont les fractions et l'écriture décimale à partir de la monnaie, on aura des supports partageables sur Eduscol ou dans certaines académies. Je prends l'Académie de Poitiers. Dans le groupe mathématique, nous travaillons sur des séances de découverte de ces notions avec des propositions que nous avons mises en œuvre dans des classes, que nous avons filmées et que nous partagerons bien évidemment dans le cadre des ressources sur notre site Internet. Donc, farfouiller aussi sur les sites académiques en plus de ce Déduscol, parce que je ne peux pas vous donner les dates de parution encore. Juste le petit point sur Pigby ou sur ces démarches qui ont un matériel quand même très spécifique. Ce que je mettais, voilà, même si le dernier guide du maître a tenu compte de cette contrainte-là, il faut vraiment justement faire attention à cette variété des représentations du nombre pour que les élèves puissent mieux construire le nombre. Et Pigby a eu tendance à un moment à enfermer dans cette fameuse boîte. Pour les ouvrages de Denis Butlen et Madame Pézard, en fait, c'est très simple. J'ai pas d'ouvrage particulier. Par contre, sur Internet, ils ont fait beaucoup d'interventions et vous pouvez retrouver des vidéos et leurs articles de recherche si vous tapez Butlen, Pézard et le paradoxe des automatismes. Et vous verrez que vous arriverez à trouver à la fois les articles de recherche et à la fois des vidéos de leurs interventions diverses et variées. Alors, juste sur le calcul mental en cycle 1, ça va être toutes les activités de composition et recomposition en fait du nombre avec des situations problèmes qu'on va pouvoir proposer
aux élèves, en fait. Donc, on n'est pas dans une démarche stricto sensu de calcul mental, on est plutôt dans une démarche où on va justement travailler ces décompositions, recompositions du nombre, où on va pouvoir travailler aussi des situations multiplicatives, hein. On a dans alors c'est un vieil ouvrage, le nombre au cycle 2, hein, qui date de 2010, hein, donc c'est un peu vieux, mais ça reste, je pense, quand même bien d'actualité, où on va par exemple donner deux objets à trois élèves, et donc j'ai besoin de combien de bonbons, par exemple, pour avoir ce type d'activité là. Donc c'est plutôt en fait des situations problèmes qui vont travailler indirectement le calcul mental. Mais ce n'est pas inscrit dans les programmes de cycle 1, la notion de calcul mental. Hmm. Euh, pour la remarque suivante, pour lesquelles, voilà, effectivement, c'est une excellente remarque. On a beaucoup parlé d'enseignement explicite, mais le statut de l'erreur, les rétroactions, sont vraiment fondamentales et on peut le voir très nettement mentionné dans le paragraphe sur les compétences psychosociales dont je parlais tout à l'heure en préambule de ces nouveaux programmes. Et puis les évaluations, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un sujet peut-être à travailler également en équipe sur vos attendus les uns et les autres, de façon à faire prendre conscience aux élèves euh, que tout élève peut apprendre et que on lui donne les critères de réussite, on lui montre ses progrès et on va renforcer comme ça d'abord sa connaissance de lui-même, de voir là où il a besoin encore de travailler, mais aussi son estime de lui-même vis-à-vis, comme je le disais, d'un sujet, les mathématiques, très abstrait au final et pour lequel on va quand même assez loin, même à l'école. Et c'est vraiment ouais, une démarche, je pense, à avoir. On évalue les progrès des élèves pour leur montrer, pour qu'ils comprennent où ils en sont. Et on ne fait pas l'impasse sur ce qu'ils ne réussissent pas aussi. Mais par contre, comment on va t'aider à dépasser cet obstacle? Tu as besoin peut-être d'encore plus t'entraîner. Est-ce que tu as une stratégie là? Est-ce que dans ta tête, dans ta fameuse tête là, tu as une idée de ce qui est important de faire? Voilà, pour qu'ils ne subissent pas un enseignement difficile et exigeant, notamment quand ils arrivent au collège et qui se retrouvent parfois en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas compris en fait les attendus et tout ce qui est caché dans leur tête. Juste sur le numérique, alors je ne sais pas si on peut partager là une ressource un petit peu plus locale. Je pense qu'en maternelle, c'est nécessaire d'avoir une manipulation. Le numérique est un très bon outil pour justement la représentation et pour aller vers l'abstraction et pour répéter plus rapidement des situations avec les élèves. Mais s'il n'y a pas la manipulation concrète à un moment, surtout sur les élèves les plus jeunes, c'est quelque chose qui va être difficile. Donc c'est vrai que non, il y a dans le département, il y a un outil qui a été développé sur la résolution de problèmes, mais vous avez aussi tous les travaux de Math-Envie de l'Académie de Grenoble qui sont très intéressants pour justement voir comment les outils numériques peuvent s'intégrer dans ce travail. Learning Apps, il me semble qu'en cycle 1, enfin, peut-être, c'est peut-être pas assez bien développé. C'est pratique, mais des activités d'entraînement, c'est intéressant, mais je pense que c'est plus limité. Sur Geniali, on peut faire des supports où on peut inclure aussi de l'audio. Et ça peut être peut-être plus riche. Sur Learning Apps, on peut avoir effectivement aussi de la synthèse vocale, mais elle est de moins bonne qualité que ce qu'on peut faire sur Geniali. Voilà, bah, Merci Voilà, c'est pour, bon, très sympa. merci pour le Math Hebdo qui est très Oui. sympa dès le cycle allez, 1. je mets le lien. Ah Petite oui, pub, oui, volontiers. Qui vient donc de l'Académie, hein, qui est un tout projet de à fait. l'Académie de Poitiers, voilà. Je crois que voilà, nous sommes tous là à vous remercier très grandement de la clarté de vos propos et surtout de vos réponses ensuite à toutes les interrogations qui ont afflué dans le mail. Merci, merci infiniment.
vous avez eu 250 fois deux oreilles attentives ce soir. Je signale à tout le monde hein, que le prochain rendez-vous, c'est mardi 27 mai, de 17h à 18h30, avec voilà, nos deux intervenantes, Madame Chola et Madame Martinet, qui nous proposeront une intervention, cette fois dédiée aux Français. Merci infiniment à tous. Merci, merci beaucoup, Charline et Isabelle, et très bonne soirée à tout le monde.